Vos actions en bourse, les trois moteurs structurels historiques qui font la tendance de fond. Attention chers amis, je ne parle pas ici d'un baromètre pour évaluer si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière, mais bien ce qui fait l'infrastructure, la structure, le squelette, bref, les trois moteurs historiques de la tendance du marché action et bien sûr l'état actuel de ces trois moteurs historiques. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 13 février 2023, semaine de tous les dangers. Semaine de tous les dangers, me direz-vous, chaque semaine est décisive, mais oui, alors cette semaine, mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont capitales, parce que tout le rebond du marché action depuis le mois d'octobre dernier s'est construit sur cette désinflation qui a commencé aux États-Unis, et sur l'impact que cela a sur les perspectives de politique monétaire. En particulier, les attentes d'un taux terminal proche pour les banques centrales, d'un pivot qui, pour la Fed, arriverait peut-être d'ici l'été. C'est décisif, c'est mardi à 14h30, le moindre rebond de l'inflation recréerait un choc de marché. Par contre, si la désinflation se confirme, tout ira bien. Donc ça, on va en parler, mais on va en parler en fin de vidéo. Non, moi, dans cette nouvelle édition du Top Gun, j'ai fait une recherche pour essayer d'isoler ce qui constitue... Vous savez, parfois, j'ai déjà fait des vidéos vous présentant des indicateurs de marché quantitatifs, de sentiments, de positionnement technique. J'appelle ça des baromètres de marché. J'en fais souvent. Je vous les présente pour savoir si les institutionnels sont à l'achat ou à la vente. Ça, c'est très bien. Non. Là, ce n'est pas de ça dont je parle dans cette nouvelle vidéo. Je parle des moteurs historique, structurel. Prenez un corps humain, son squelette. Prenez un immeuble, l'infrastructure en béton armé. Je parle de ce qui constitue le corps interne d'une tendance. Et pour qu'une tendance haussière, ou baissière d'ailleurs, soit fiable, ces trois corps doivent avancer ensemble. Et en général, le marché est latéral lorsqu'il y a une hétérogénéité entre ces trois gros moteurs. Alors, non seulement je vais vous les présenter, et puis surtout, je vais vous donner leur état actuel. Et c'est parti, chers amis, on commence par le plan de cette nouvelle édition du Top Gun. Action en bourse, les trois moteurs structurels qui font la tendance de fond. Le plan s'affiche sous vos yeux, moteur A, moteur B, moteur C, et on termine par un diagnostic technique. Moteur numéro 1, le niveau général de la liquidité nette dans le système financier. Moteur numéro 1, ou A, je l'ai lettré A, ou on peut le numéroter, peu importe, le niveau général des liquidités nettes dans le système financier. Alors, il y a une corrélation historique positive entre le niveau de liquidité et la tendance des marchés actions. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on détermine ce niveau de liquidité dans le système financier. Vous allez voir, historiquement, je vais vous présenter un graphique qui compare ce niveau de liquidité du système financier général, alors je prends ici l'exemple des États-Unis, avec la tendance du S&P 500, qui sera le baromètre, le benchmark pour la tendance du marché action américain. Eh bien, la corrélation positive est marquée. Alors parfois, il peut y avoir une légère décorrélation. D'ailleurs, c'est ce qui sème actuellement un peu le doute. La liquidité n'est pas remontée avec le rebond des actions depuis le mois d'octobre dernier. Certains mettent cela en avant pour montrer qu'il y a un risque dans la reprise. Mais donc, comment est-ce qu'on calcule cette liquidité nette ? Alors, il y a plusieurs façons de déterminer le niveau de liquidité nette à Wall Street. Première façon... Une façon assez simple est d'utiliser l'agrégat de masse monétaire zéro. Alors, l'agrégat de masse monétaire zéro, la quantité de pièces et de billets et autres formes de cash en circulation aux États-Unis. Regardez, depuis que cette courbe a commencé sa tendance baissière, c'est exactement en décembre 2021 le point haut du S&P 500. Alors, je vais tout de suite vous rappeler ça. Voilà, vous avez ici, regardez, décembre 2021, c'était le point haut de l'indice S&P 500, et donc cela correspond exactement au retournement de la masse monétaire. Donc ça, si vous voulez, cette quantité de liquidité en circulation sur le marché, c'est la base de la tendance de fond. Regardez bien le graphique à nouveau que vous avez sous les yeux, qui vous propose la superposition de l'indice S&P 500 avec les liquidités nettes au sein du système financier états-unien. Je vous laisse observer la corrélation. Alors, comment est-ce que cela se construit? Pour calculer le niveau de liquidité nette dans le système financier américain, vous devez partir du bilan de la Banque centrale,
donc, entre autres ici le bilan de la Fed, auquel vous soustriez le compte de trésorerie et l'ensemble des opérations dites de reverse repo. Donc, je dirais que cette liquidité nette mesurée en se basant sur le bilan des banques centrales, moins le compte de trésorerie, moins les opérations de reverse repo, et l'agrégat de masse monétaire M0, vous voyez très bien, hein, je vais vous montrer ça ici en temps réel sur TradingView. Vous voyez, le point haut du S&P 500, c'était pile poil le début du retournement de cette liquidité nette aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la base. Alors, il est arrivé que parfois le marché action soit haussier alors que la liquidité nette était à plat, par exemple. Mais il est quasiment impossible que le marché action soit en énorme hausse verticale si la liquidité nette est en chute libre. Donc ça, on peut comprendre, hein. C'est lié au curseur des politiques monétaires des banques centrales, soit elles sont accommodantes, soit elles sont restrictives, cette fameuse planche à billets. Là, je ne parle pas du coût de l'argent, hein. Je ne parle pas du coût de l'argent, ça on y vient. Je parle vraiment de la liquidité disponible dans le système financier. Donc voilà une première chose qui est importante. Alors, toujours pareil, dans ce moteur numéro 1, une autre façon de représenter cette liquidité disponible, je dirais, c'est le pourcentage de cash dans le portefeuille des gérants. Alors, comme j'ai pu vous le montrer depuis octobre dernier, la part du cash dans le portefeuille des gérants a légèrement reculé. Elle avait atteint un niveau très élevé. Ce cash est allé s'investir dans les actions. Mais attention, je prends ici la dernière étude de la Bank of America pour le mois de janvier. Il y a un léger rebond de la part du cash dans les portefeuilles, ce qui montre donc que les institutionnels se montrent quand même prudents par rapport à la reprise du marché action, et notamment là ce début janvier, mais c'est normal, ce début février, ils ont la crainte, imaginez un tant soit peu, mais ça j'en parle dans la deuxième partie de vidéo, que l'inflation rebondisse, alors que les taux d'intérêt maintenant sont entre 4,5 et 5 aux États-Unis. À un moment ou à un autre, le marché va se dire, la Banque centrale n'est pas capable de faire son boulot, de contrôler le régime des prix. Et là, c'est ça qui pourrait recréer un choc de marché. On n'en est pas. Vous savez, on aura peut-être une bonne surprise mardi. Ah, ça, c'est mardi 14h30. C'est le juge de paix. Hein. C'est la tendance de février-mars qui suit. Hein. Donc, écoutez, on verra bien. Je vais vous donner en fin de vidéo le consensus et je vais vous expliquer surtout sur quoi il faut se concentrer parce que dans le taux d'inflation, il y a une quinzaine de composantes. Il faut regarder une composante bien précise. Voilà donc, chers amis, pour ce premier moteur. Maintenant, le moteur numéro 2, qui fait la structure, la tendance de fond, l'infrastructure d'une tendance sur le marché action, eh bien, le coût de financement. Le coût de financement pour les entreprises. Les taux d'intérêt pratiqués aux entreprises. Moteur numéro 2, le coût de financement pour les entreprises via le cycle des taux d'intérêt. Aucune tendance de marché ne se fera contre ce cycle des taux d'intérêt. Et je vous l'ai montré récemment lorsque je vous ai représenté mon modèle de probabilité de récession, en vous montrant que tous les indicateurs étaient au rouge vif dans le secteur de l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Pourquoi ? La hausse des taux d'intérêt. Bon, mais ça c'est logique. Il y a un lien extrêmement sensible entre la tendance de l'immobilier et le coût du crédit. C'est très bien. Pour les entreprises, c'est un peu différent parce que on peut parfaitement, parfois les entreprises peuvent faire beaucoup de cash, même si les taux d'intérêt sont en hausse, s'il y a de la croissance économique. Mais dans un monde où il n'y aurait pas de croissance économique, ou en tout cas un ralentissement, pas forcément négatif, mais disons qu'un ralentissement de cette croissance économique, si le coût du crédit augmente, bah, les entreprises, à un moment ou à un autre, elles vont se retrouver en difficulté. C'est énorme le coût du crédit pour les entreprises. Et d'ailleurs, cette année, vous avez, je crois, j'avais regardé les statistiques, quasiment 2 trillions aux États-Unis de renouvellement de lignes de crédit. Sauf que là, on n'est plus sur les taux d'intérêt des 15 dernières années. Et d'ailleurs, vous allez voir, le point de départ du bear market en décembre 2021, c'était l'inflexion haussière des taux d'intérêt obligataires. Le point de départ du rebond en octobre dernier, c'était une petite baisse de ces taux obligataires. Et là, ça repart un peu à la hausse. Donc voilà, ça c'est le deuxième moteur. Le deuxième moteur très important. Donc je vais ici zoomer sur... Voilà, vous avez... on va même faire ça mieux que ça. On va passer directement sur la plateforme. Donc vous avez sous les yeux les taux d'intérêt des obligations d'entreprise aux États-Unis.
Ces taux d'intérêt donc, sont rassemblés selon la notation de crédit. Les entreprises les plus solides AAA, en zone intermédiaire B. Alors ici, vous avez les taux les plus faibles parce que c'est ce qu'on appelle, c'est la catégorie de l'investment grade. Et puis là, vous avez les C. Eh bien, le point de départ du bear market, alors c'était en décembre 2021, je vous remonte l'indice S&P 500, hein, le point où c'était décembre 2021, correspondait bien, allez, à une vraie inflexion haussière, un vrai retournement haussier des taux d'intérêt obligataires. Et le rebond qui a commencé en octobre 2022, eh bien c'est quoi? C'était octobre 2022, un début une petite baisse de ces taux d'intérêt obligataires. Et là, vous voyez qu'ils se sont mis à plat et dans l'attente des prochaines données macroéconomiques. Donc, ce moteur numéro 1 est la liquidité générale, essentiellement liée donc, à la politique monétaire des banques centrales, alors a expliqué une partie de la baisse de 2022 et, comme je vous l'ai montré, dans le rebond en place depuis octobre dernier, il y a une petite reprise de la liquidité, mais actuellement à court terme, un début de décorrélation qui fait craindre un certain pire. Et maintenant, vous avez les coûts de financement des entreprises. Alors, ça, c'est la grande incertitude de cette année. Clairement, cette année, beaucoup d'entreprises, qu'elles soient solides, faibles, avec un bilan, je dirais une résistance moyenne, bref, elles vont, pour la plupart, toutes renouveler leur ligne de crédit. Alors, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'elles vont renouveler avant elles empruntaient à 0 ou à 1, là elles vont emprunter entre 5 et 10, voire plus, voire moins, ça dépend de la structure du bilan, de la qualité du bilan. Pour certaines, ça ne changera pas grand-chose, parce qu'elles ont les reins solides. Mais pour les entreprises un peu plus faibles, ou pour les petites et moyennes entreprises, cette augmentation du coût du crédit par 5 ou 6, eh bien, parfois ça peut entraîner des difficultés. Et si l'entreprise fait des difficultés, fait moins de bénéfices, à la base, j'annonce un peu, je spoil le moteur numéro 3, les perspectives de bénéfices des entreprises, c'est ça qui fait la tendance de fond des marchés actions. Donc, ce n'est pas évident de dire, ce n'est pas parce que ces taux d'intérêt s'envolent que les entreprises vont chuter comme, a priori, commence à chuter le marché immobilier. Mais ça, on va être fixé, en fait, en fonction de l'année, lorsque les entreprises vont publier leurs résultats, et certaines, lorsqu'elles donnent leurs états comptables, bilan, tableau de flux de trésorerie, compte de résultats, elles expliquent qu'elles ont des nouvelles lignes de crédit. Si un certain nombre d'entre elles commencent à remonter un message du type, voilà, on révise en baisse nos perspectives, ou on licencie parce que là, on a des coûts de crédit qui ont explosé, là, ça peut commencer à représenter un problème. Mais peut-être que le message d'ensemble sera, il y a suffisamment de croissance économique et on peut encaisser ces augmentations de coûts du crédit. Donc voilà, ça c'est un des points d'interrogation majeurs de cette année. Donc, voilà, le deuxième moteur, le coût du crédit. Alors, je voulais vous montrer justement quelque chose. Je vais zoomer, j'enlève, donc je crois que vous le voyez, j'enlève quand même la petite caméra. Vous avez ici la quantité de crédit octroyé par les banques américaines aux États-Unis. Donc, ça vient de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Pour le moment, voilà, on n'a pas de chute de cette quantité de crédit octroyé, mais c'est normal parce que on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet des renouvellements de crédit. C'est vraiment cette année, il y a une quantité énorme qui est attendue en renouvellement, et ça permettra de savoir si justement les banques commencent à être frileuses à accorder aux entreprises eu égard à l'augmentation des coûts de crédit. Mais pour le moment, on n'a pas donc cette information. Le moteur numéro 3, qui est peut-être le plus important, mais j'ai voulu quand même terminer par lui, les perspectives de bénéfices des entreprises. Une entreprise, c'est cotée en bourse, l'objectif c'est qu'elle fasse des bénéfices, le bénéfice par action, et ce qu'attend l'acheteur d'action, c'est qu'une partie de ce bénéfice par action soit reversée au titre du dividende. C'est la base. Alors, perspective de bénéfices et aussi bien sûr la valorisation, le rapport entre le prix de l'action et les bénéfices estimés. Et vous allez voir que c'est intéressant. Pour le moment, les perspectives de bénéfices sont attendues en légère baisse, à peu près au même niveau que l'année dernière, mais peut-être en début de légère baisse. Pour envisager, vous allez voir, jamais la tendance du marché action ne va contre les bénéfices anticipés à 12 mois. Alors justement, comment est-ce qu'on peut s'informer sur l'ensemble de ces sujets? Donc le moteur numéro 3. Le moteur numéro 3 de la tendance de fond des actions, le coût. Alors, ça, c'était... ça, c'était le coût. Oui, alors, attendez, au final, autant pour moi. Avant d'attaquer le moteur numéro 3, vous voyez, il y a un petit raté, là, dans l'enregistrement.
J'espère que que vous me le pardonnerez. Regardez bien ici. Voilà. Vous avez l'évolution du taux d'intérêt à 2 ans aux États-Unis et le S&P 500. Bon voilà, le point de départ du bear market, c'était l'envolée des taux d'intérêt. Et donc regardez, le rebond depuis octobre dernier, c'était bien une petite baisse des taux d'intérêt. Et là, on ne sait pas, ça commence à remonter, il y a une incertitude et c'est pourquoi les chiffres de l'inflation vont être extrêmement importants. Et voilà, maintenant, nous passons au moteur numéro 3, les anticipations de profit des entreprises à horizon 12 mois. C'est la base de la tendance de fond des actions. C'est la base de la tendance de fond des actions. Alors, plusieurs choses à vous montrer. Vous avez ici tout d'abord les données proposées donc par FactSet, qui sont, alors en bleu clair, vous avez le S&P 500, et ici en bleu foncé, vous avez ce qu'ils appellent les Forward 12 Months EPS, Earning Per Share, bénéfices par action, les bénéfices anticipés à horizon 12 mois. Alors, vous voyez qu'il y a eu le bear market qui a commencé en 2021, il y a eu une révision, on commence à avoir une révision en baisse des bénéfices anticipés, mais ce n'est pas non plus ici la chute libre comme le Covid. Mais vous voyez parfaitement la corrélation positive entre les bénéfices estimés à horizon 12 mois et la tendance du S&P 500. Ça, alors, et ici, mais je vais vous montrer directement sur le site, voilà, ici, vous avez les... alors, je l'ai mis où? Voilà, ici, vous avez les bénéfices par quarter anticipés. Alors, prenons par exemple le Q1 2020, le premier trimestre 2023, le deuxième trimestre, vous voyez, c'est attendu en légère hausse. Alors me direz-vous, c'est attendu en légère hausse, mais pourtant, lorsqu'on regarde cette courbe des bénéfices anticipés à horizon 12 mois, il y a un début de baisse. C'est parce qu'ici, en fait, ça inclut les révisions dynamiques. C'est-à-dire que il y a encore quelques mois, ces bénéfices anticipés de manière absolue, sur lesquels je zoome ici, étaient attendus un peu plus haut. Et comme ça a été réduit, eh bien vous avez la courbe dynamique des révisions, elle, qui commence à prendre une pente baissière. Jamais le S&P 500 ne remontera sur ses plus hauts si la courbe des bénéfices anticipés à 12 mois ne repart pas en hausse. Jamais, c'est impossible. Et ça, bah, écoutez, ça repose sur quoi? C'est le fameux thème dont je parle souvent ici avec vous, de la probabilité d'une récession. Alors, je ne vais pas vous remontrer mon modèle, mais actuellement, mon modèle me dit qu'il y a une probabilité de récession à horizon 12 mois de 43%. Ça veut dire qu'à 57%, nous l'évitons. Mais voilà, c'est vraiment... c'est la principale incertitude, en fait. Ces perspectives de croissance et la capacité des entreprises cette année à encaisser la hausse des taux d'intérêt et la réduction de la liquidité dans le système financier par les banques centrales. Donc voilà, maintenant on va regarder l'analyse technique court terme, comprendre ce que fait le S&P 500 qui est très hésitant autour des 4100 points alors qu'on attend les chiffres de l'inflation aux États-Unis ce mardi à 14h30. Mais donc, les trois moteurs, le moteur numéro 1 qui fait la structure, l'infrastructure, le squelette, bon je me répète, de la tendance des marchés, le niveau de liquidité général dans le système financier, c'est lié aux politiques monétaires des banques centrales, le coût de financement pour les entreprises, les taux d'intérêt lorsqu'elles empruntent, lorsqu'elles font une ligne de crédit, et les perspectives de bénéfices à horizon 12 mois. Pour avoir une tendance haussière, les trois doivent avancer ensemble. Dès lors qu'il y a une hétérogénéité, une contradiction entre un des trois moteurs, vous avez un trading range. Et quand les trois sont alignés dans le sens de la baisse, révision en baisse des bénéfices, hausse des taux d'intérêt, moins de liquidité, vous avez un bear market. Bon, voilà, en gros, c'est ce qu'on avait eu un peu l'année dernière en 2022. Voilà, chers amis, donc j'espère que maintenant ces trois baromètres vous semblent bien clairs. Maintenant, nous allons passer, et je termine là-dessus, à ce qui est le temps fort fondamental de la semaine, et on fait le diagnostic graphique des indices boursiers US en amont de ce chiffre. Alors, voilà, il faut être honnête, tout le monde attend ce chiffre comme le juge de paix. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis, tout est basé là-dessus. Jusqu'à présent, voilà ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, la politique monétaire restrictive de la Fed a commencé à produire son effet. Vous avez sous les yeux le taux d'inflation aux États-Unis annuel, il est en baisse. Le problème, c'est que vous avez ici ces sous-composantes. J'ai sélectionné la composante service, qui est la composante que regarde d'abord la Fed, parce que les États-Unis sont surtout une économie de service. C'est toujours en hausse. Alors là, le chiffre de mardi, non seulement, alors actuellement l'inflation est à 6,5, le consensus doit être autour des 6,2 ou des 6,3. Le consensus, il est obligatoire que l'inflation, au pire, soit égale au consensus, voire inférieure, pour ne pas menacer le rebond. Typiquement, si on a un rebond de l'inflation au-dessus de 6,5, ça va jeter
un trouble énorme sur le marché, il va y avoir des liquidations de positions longues importantes. Donc il y a déjà cet aspect, il faut que l'inflation poursuive son recul, et il faut observer une inflexion baissière de l'inflation des services. Ce sont les conditions obligatoires pour que le rebond initié en octobre se poursuive. Et donc ça, c'est la réponse mardi à 14h30. Alors maintenant, nous allons regarder où en sont donc les tout derniers signaux techniques. Le marché se montre très hésitant autour de ces 4100 points, mais on peut comprendre pourquoi, eu égard à ce chiffre qui est très attendu ce mardi. Alors, tout d'abord, le sentiment du marché, l'analyse quantitative nous donne des informations intéressantes. Alors, l'hésitation autour des 4100 points, la semaine dernière, en grande partie parce que vous avez ici les toutes dernières données de sentiment du marché publiées par l'Association américaine des investisseurs particuliers. Et la semaine dernière a vu une explosion du réservoir des acheteurs. C'est un outil d'analyse contrarienne. Et alors, il est revenu à sa moyenne historique. Et c'est ça qui crée, c'était un surachat technique. C'est ça qui crée donc l'hésitation actuelle du marché. Autour des 4100 points. Hein, on se tâte autour des 4100 points, qui était le niveau du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, sur l'aspect quantitatif, vous savez, moi, je regarde un outil qui est intéressant, qui est le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, 50 jours et 200 jours. Tous les points bas se font quand vous avez en même temps, tout en bas, le pourcentage d'action au-dessus du S&P, au-dessus de la MM20, de la MM50, tout en bas. Et tous les retracements où les pauses se font lorsque vous êtes sur un niveau extrême de pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de MM20 et au-dessus de MM50 en même temps. Eh bien, l'hésitation de la semaine dernière, et où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, en termes de tendance de fond, je regarde le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on est toujours en reprise, c'est plutôt boule pour le moyen long terme. Maintenant, pour le court terme, regardez, le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, début février, était sous résistance. Il a commencé à se replier. On est en pause. On est en petite consolidation. Donc on comprend. Et en fait, ce qui était intéressant la semaine dernière, c'est qu'on avait à la fois sous résistance le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et au même moment le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Alors qu'en octobre dernier, regardez le point bas, c'était le contraire. On avait le pourcentage d'action au-dessus de la MM50 sur support avec au même moment le pourcentage d'action au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours sur support. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect quantitatif qui explique la petite consolidation qui a eu lieu la semaine dernière. Alors maintenant, d'un point de vue technique, je vais zoomer ici sur le graphique en données hebdomadaires. Il y a, si vous voulez, deux options. Et il y a l'aspect purement chartiste, où le marché serait sorti par le haut de cette structure de consolidation, mais bon, c'est peut-être trop parfaitement bullish. Ce qui serait très négatif, ce serait de la réintégrer. Il y a des signaux techniques positifs qu'on a pu voir récemment, comme le fameux Golden Cross dont tout le monde parle sur le contrat futur S&P 500, le E-mini qui est le plus traité, avec une MM50 au-dessus de la MM200, alors qui rappelle ce croisement, mais attention, un vrai Golden Cross, il faut que la MM200 prenne une pente haussière, elle ne l'a pas encore fait. Bon, en tout cas, certains mettent en avant le fait que ça viendrait neutraliser le Death Cross ici, du début d'année 2022. Et maintenant, si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, en données hebdomadaires, qui est l'horizon de temps supérieur, on voit ici une énorme résistance, on voit une SSB qui bloque à 4240 et qui vient, vous savez, l'analyse technique, c'est la combinaison des facteurs techniques. Le chartisme donne un feu vert, mais l'Ishimoku là nous dit attention, sous ce niveau, non, on est encore en bear market. Donc, je dirais ce côté un peu ambivalent, paradoxal. Il y a une forme d'hétérogénéité entre les différents signaux techniques, et le juge de paix sera l'inflation, comme d'habitude. Ça reste central. Dans l'immédiat court terme, ça reste central. Ces données de l'inflation. Alors maintenant, pour les données de positionnement institutionnel, eh bien, figurez-vous qu'il y a une panne technique à la bourse de Chicago. Je vais vous montrer ça. Je voulais vous chercher toutes les données de positionnement institutionnel sur les indices US. Mais regardez, je vais les chercher toujours sur le site de la bourse de Chicago. Il n'y a aucune donnée disponible depuis le 24 janvier. Alors du coup, je me suis tourné directement vers la CFTC, qui est le régulateur américain des contrats futurs, et regardez, voilà. Ils ont un incident technique,
Et pour le moment, depuis 2 semaines, il ne publie plus les données du rapport Commitment of Traders qui permettait d'avoir un certain nombre d'informations. Et en particulier, moi je regardais les informations de positionnement sur les indices américains. Et malheureusement, dans l'immédiat, ils ne sont pas disponibles. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les 3 moteurs structurels de la tendance de fond du marché action. Maintenant, haro sur les chiffres de l'inflation de ce mardi 14 février. Et puis voilà, je débrieferai tout ça avec vous lundi prochain dans le prochain Top Gun. Merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine, prenez soin de vous. Merci.